Après-midi, ça dépend d'où vous trouvez. Soyez les bienvenus à la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons souligner les expériences en utilisant l'outil ARCD dans des projets. Je m'appelle Nika et je suis avec l'équipe de Résilience Momentum. Je vais démarrer cette session. On est très content de vous présenter 6 projets de Momentum. Tous ces projets travaillent la résilience en santé et s'occupent de la santé maternelle, infantile, la planification familiale et la santé reproductive, des thèmes très fragiles. Donc, pour la session d'aujourd'hui, nous allons démarrer avec des présentations, l'ordre du jour et un aperçu de l'outil général de l'outil de santé ARCD. Et avec les différentes pratiques au Soudan du Sud et Niger, regardez les résultats aussi de cet outil au Mali. Et à la fin, on aura la session de conclusion et des questions et des réponses. Ce sont nos intervenants, Monsieur Sekou Bagayoko, qui est médecin, un doctorat dans l'Université de médecine à Bamako en 2021 et c'est le conseiller en résilience en santé pour Momentum au Mali. Et nous avons aussi Isabelle Brémond. Elle a aussi des thèmes, elle travaille dans les thèmes d'aide et développement et aussi dans l'attention face aux catastrophes. Elle a une grande expérience en tant que gérante de projet. Elle est conseillère actuellement en résilience chez CORE. Merci beaucoup à vous tous. Donc, je vais céder la parole à Isabelle pour qu'elle commence sa présentation. Bonjour tout le monde. Présenter donc en français. Donc, si vous avez besoin de changer la langue, n'hésitez pas maintenant. Donc, le thème du webinaire d'aujourd'hui porte sur l'outil développé par le projet MIR pour appuyer l'analyse de la résilience communautaire en santé que l'on appelle communément ARC-D Santé. Next slide. Next. Donc, avant de parler de la résilience communautaire en santé et de l'outil proprement dit, je voudrais d'abord vous présenter donc la définition que l'on utilise pour définir la résilience en santé. Nous utilisons celle de l'USAID. La résilience est la capacité des personnes, des ménages, des communautés, des systèmes et des pays à atténuer les chocs et les stress et à s'y adapter et à s'en relever d'une façon qui réduit les vulnérabilités sévères et chroniques et facilite des résultats équitables en matière de santé. La capacité, ou ability en anglais, mentionnée dans cette définition, est aussi définie en 3 catégories. La capacité d'absorption, qui fait référence à la capacité de minimiser l'exposition au choc et à se préparer pour assurer un maximum de stabilité pendant les crises. Ensuite, la capacité d'adaptation, qui permet de faire des ajustements intentionnels et progressifs en prévision ou en réponse à un changement, de façon à créer une plus grande flexibilité dans l'avenir. Et enfin, la capacité de transformation qui permet de réaliser de manière intentionnelle des changements structurels et sociaux visant à éliminer et à réduire les facteurs sous-jacents des risques de vulnérabilité et d'inégalité. Ces concepts sont importants pour comprendre ensuite comment est construit l'outil ARCD. Next slide. Next. OK. Donc, l'outil ARCD Santé est une méthodologie d'analyse qualitative et participative de la résilience communautaire. D'accord? Ici, quand on parle aussi de communauté, on parle au sens géographique du terme, de la plus petite entité administrative, donc à l'échelle d'un petit village ou d'un petit quartier, et présentant un certain niveau d'homogénéité en termes de tissu socio-économique et de paysage de risque. Ainsi, donc, les principaux objectifs de l'outil sont d'une part donc, de servir d'évaluation rapide des chocs, des stress, mais surtout des capacités de résilience en santé au niveau de la communauté, d'une communauté. Ensuite, de faciliter l'auto-évaluation par les communautés de leurs différentes capacités de résilience. Et enfin,
tout l'exercice lui-même sert en fait de point d'entrée principal pour engager la communauté à jouer un rôle plus actif dans les efforts visant à renforcer sa résilience en santé. L'ARCD n'est pas donc destiné à une généralisation à des situations larges, comme on va travailler dans quelques communautés. Mais en fait, elle est quand même assez bonne, au good enough in English, pour une généralisation localisée des résultats. Les informations obtenues sont suffisamment bonnes pour faire la planification communautaire, mais aussi pour mesurer donc, les progrès en résilience communautaire quand on fait l'analyse donc tous les 2-3 ans. Ça peut servir de ligne de base, ligne finale d'un projet ou sur plus long terme aussi pour mesurer le progrès. Prochaine diapo, next slide. Donc maintenant, un petit historique de cet outil. En 2009, donc, est sortie la version finale d'un rapport de recherche sur les caractéristiques d'une communauté résiliente et qui listait plus de 160 caractéristiques. Donc là, pas seulement la santé, mais de manière générale. À partir de ces documents, l'ONG Goal a développé la première version de l'outil ARCD en 2013 et a regroupé les caractéristiques autour de 30 composantes et a développé donc un espèce de questionnaire qui peut être utilisé à travers des discussions de groupes focaux. Cet outil a été testé dans plus de 10 pays et en 2016 donc, est sortie une nouvelle version améliorée. Dans le cadre du projet MIR, donc, il a été demandé donc, vers les années 2020-2021 à Gaulle d'adapter cet outil pour spécifiquement analyser la résilience en santé. Et on a revu et réaménagé les composantes et nous l'avons testé ensuite dans 3 pays jusqu'à maintenant. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Next slide. Donc, l'Arc des santé a maintenant 29 composantes, dont 16 sont essentielles. Elles sont écrites ici, vous allez voir, en caractère gras. Les autres sont optionnelles. On peut les choisir suivant le contexte des pays et des projets. Les composantes sont ici organisées suivant les 4 priorités du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, qui est un cadre international adapté en 2015. Les 4 priorités sont notées en rouge. C'est pour ça qu'elles sont organisées dans cet ordre-là, les composantes. Vous pouvez remarquer aussi que donc, chaque composante va contribuer à renforcer une ou plusieurs capacités de résilience. Ici, par exemple, la composante 5, je ne sais pas si vous pouvez suivre mon curseur, sur la prise de décision au niveau communautaire, va contribuer principalement à la capacité de transformation. La composante 12, ici, prise de conscience des enjeux sanitaires, etc., va contribuer à la capacité d'adaptation. Et ensuite, par exemple, la composante 2, ici, dissémination de l'information relative à la préparation et à la résilience en santé, elle va contribuer aux capacités d'absorption et d'adaptation. Next slide. Donc, ensuite, chaque composante va être en fait notée sur une échelle de 1 à 5. Chaque composante donc, a son échelle spécifique aussi pour sa notation de 1 à 5. Et on va dire qu'on va lui attribuer un score. 1 étant le niveau le plus bas et 5 étant le niveau le plus haut. Next slide. Ensuite, donc, quand toutes les composantes qui ont été sélectionnées ont un score, on va donc, pour avoir un score global le score ARC des santé, on va donc additionner tous les scores individuels des composantes et bien sûr le diviser par le nombre de composantes. Et on obtient donc un score de résilience communautaire en santé, donc toujours sur une échelle de 1 à 5. Pour les scores des 3 capacités, on fait de même en considérant seulement donc, les composantes qui contribuent aux capacités spécifiques, ce que je vous ai montré juste avant. Et donc, on peut avoir des scores spécifiques pour chacune des 3 capacités de résilience. Next slide. Donc, je vais maintenant m'attarder sur le processus de comment obtient-on ces scores.
Donc là, dans certains pays, on doit commencer par faire un protocole qui va être ensuite soumis au comité d'éthique, mais ça va dépendre des pays et des différents pays. Donc, généralement, dans un premier temps, il est important de bien identifier qui seront les facilitateurs, les animateurs ou qui, qui donc animeront tout ce processus. Généralement, nous, on va les identifier donc, au sein donc, de notre propre personnel du projet EMIR, mais aussi au sein de nos ONG partenaires locales, du staff du ministère de la Santé, donc au niveau des districts ou des régions dans lesquelles on travaille. Et donc, pour ces personnes qu'on va sélectionner, c'est important qu'ils aient une certaine expérience déjà en tout ce qui est approche participative et recherche qualitative. Et aussi, un autre point très important, c'est qu'ils parlent la ou les langues locales. Ensuite, vient le temps de la formation qui dure environ 4-5 jours et qui peut être réparti sur plusieurs jours. Et puis aussi en hybride, c'est-à-dire une partie en ligne et une partie sur le terrain pour tout ce qui est la partie pratique. Ensuite, on a le processus de l'étude proprement dit. Donc, la première partie qu'on appelle partie A correspond à bien connaître en fait les communautés cibles dans lesquelles on va mettre en place l'étude. Donc, cela va se faire au travers d'entretiens avec des personnes clés, la revue des documentaires qui existent sur ces communautés ou sur les zones dans lesquelles on va travailler, et aussi l'observation directe. Cette étape donc, permet aussi de définir les scénarios de risque les plus critiques pour les communautés et pour lesquels la résilience sera étudiée. Donc ça, c'est la première étape, partie A. Ensuite vient ce qu'on appelle la partie B, qui correspond donc au centre de l'image ici, qui correspond à la mise en place de ce qu'on appelle le dialogue communautaire, où là, on va donc attribuer les scores à chacune des composantes. C'est en fait un type de discussion de groupe focal. On fait 2 groupes par communauté d'environ 12 personnes chacun, et avec un groupe de femmes et avec un groupe d'hommes, généralement. Dans le cas de l'ARCD, dans d'autres pays, on fait juste un groupe mixte. Mais pour tout ce qui est la partie santé dans l'ARCD santé, et en Afrique, notamment dans les pays d'Afrique dans lesquels on travaille, on préfère faire des groupes séparés par genre. Donc, suite à ces discussions de groupe, les données sont compilées, digitalisées et sont donc compilées, digitalisées et un rapport est fait donc pour le bailleur de fonds et les partenaires, mais aussi on doit faire une restitution au niveau communautaire. Voilà, donc ça c'est pour le processus. Next slide. Next. Ah, pardon. Oui, ça c'était les... Voilà, donc maintenant je vais vous parler rapidement un peu de comment ça s'est passé au Soudan du Sud et au Niger. Donc, par exemple, pour le Soudan du Sud, il y a eu aussi un protocole qui a été fait. Ça a duré un peu de temps, mais notre formation de formateur donc, a commencé à fin 2021 en ligne. On a continué ensuite en face à face, en pratique sur le terrain début 2022. Et en fait, ensuite, donc, le protocole donc, a pris un certain temps à être accepté et à s'être développé et à être approuvé. Et la partie A et la partie B, en fait, ont eu lieu, si je ne me trompe pas, entre juillet et août 2022. Et ensuite est venue donc la partie interprétation, analyse des données et rédaction des rapports et diffusion des résultats. Ça a continué jusqu'à maintenant. Next slide. Par rapport aux principaux défis au Soudan du Sud, donc il y a eu donc déjà d'une part le développement du protocole qui a pris du temps et ensuite l'adoption. Donc c'est pour ça qu'entre le moment où on a commencé les premières formations et le moment où on a pu mettre en place l'ARCD, il y a eu presque 1 an de différence. Et au moment donc, où le protocole a été approuvé, il y a eu des perturbations météorologiques qui ont aussi un peu reculé certaines dates pour pouvoir accéder aux communautés qui avaient été sélectionnées.
Et au début, à cause de la non-familiarisation au départ et la non-expérience des différents animateurs facilitateurs, les premiers dialogues communautaires ou groupes focaux ont été effectivement un peu longs, un peu plus de 3 heures. Et ça peut être un problème au niveau communautaire. Next slide. Par contre, là, si vous regardez le deuxième point, avec la pratique, en fait, l'équipe a rapidement réussi à réduire le temps donc des excusez-moi, du temps des groupes focaux et en moyenne, à la fin, ils faisaient ça en 2 heures. Ça a été très bien aussi pour eux d'avoir des groupes séparés, hommes et femmes, parce qu'effectivement, il y a des composantes sur lesquelles les femmes n'ont même pas attribué un score parce qu'elles n'avaient elles n'avaient pas d'informations. Et puis, effectivement, ça a vraiment créé, l'équipe et les animateurs ont vraiment relevé le fait que ça a vraiment créé un momentum, une dynamique spécifique, un moment haha, pour l'intérêt et la motivation donc, des communautés à développer par la suite des plans de renforcement de leurs capacités et de préparation aux situations de crise pour la santé. Next slide. Donc maintenant, par rapport au Niger, donc là, dans le cas du Niger, nous n'avons pas eu de protocole. Nous avons fait donc les formations en ligne début 2022 et là, en fait, ça s'est assez vite enchaîné. Dans toute l'année 2022, en 6 mois, on a pu faire tout le processus entre la formation des facilitateurs et puis la préparation donc, des rapports. Par contre, on a eu un problème encore au Niger, c'est qu'une partie des données, notamment les données de la partie A, donc sur la description du contexte des communautés, a été perdue. On a quand même réussi à récupérer toutes les données sur les scores des communautés. Next slide. Donc là, il y a eu, pareil que dans le Soudan du Sud, au départ, par manque de connaissance donc, de l'outil des facilitateurs, au départ, ça a été assez difficile de tout mettre en place. Pareil qu'au Soudan du Sud, à la fin, il n'y avait plus de problème. On a eu aussi des problèmes de langue. On n'avait malheureusement pas trouvé et formé de personnes qui parlaient le Zarma, une langue spécifique dans la zone. Et donc, ils ont dû avoir recours à des traducteurs et ça a aussi très ralenti le processus et peut-être introduit certains biais dans le processus. Next slide. Donc, pareil, ici, le processus a été très participatif et il y a eu une très bonne logistique notamment. Et un point important, c'est qu'il faisait notamment des réunions de débriefing tous les soirs, l'équipe, et ils ont pu réparer et voir certains aspects et faire de l'adaptation de l'outil au jour le jour. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont notamment revu l'ordre dans lequel ils parlaient des composantes pour avoir un ordre beaucoup plus logique et fluide dans les discussions, et ce qui aussi a permis de encore plus réduire le temps de la discussion de groupe au niveau communautaire. Donc, voilà pour ce qui est des expériences au Soudan du Sud et au Niger. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue, Dr Sekou, pour qu'il nous reparle du Mali. Merci. OK, bonjour tout le monde. Le plaisir est pour moi de vous présenter les expériences du Mali. Slide. Par rapport au contexte et justification, les moyens de subsistance des milliers d'hommes et de femmes sont menacés de façon permanente au Mali, plus particulièrement dans les régions de Gao et Tombouctou, causées par des désastres qui sont énumérés ci-dessous: les inondations, les sécheresses, les conflits armés et les épidémies.
Il peut entraîner des conséquences comme l'inaccessibilité des services sociaux, sanitaires de base, l'inégalité sociale et la pauvreté. Diapositive. Diapo. Alors, la Je vous écoute pas, méthodologie monsieur. utilisée est la suivante. Alors, la méthodologie utilisée est la suivante. Le processus a commencé à l'élaboration du protocole. Le protocole a été élaboré en collaboration avec le ministère de la Santé, qui est la Direction générale de la Santé et de l'Hygiène publique de Bamako. Après l'élaboration, le protocole a été soumis à la validation du comité d'éthique de Bamako. Après la validation, on est passé à des formations des facilitateurs sur le terrain. Donc, la formation a été faite en 2 étapes. La première étape a été faite en ligne. Donc, après ça, on a fait une formation pratique et de façon physique. Après, on a testé l'outil dans une communauté dans les 2 régions. Après avoir fait la formation, on est parti faire la collecte des données sur le terrain. La collecte des données également a été faite en 2 étapes. La première étape concerne la partie A. La partie A consistait à interviewer des personnes clés. Et on a également fait la revue documentaire. Les personnes clés étaient au nombre de 4 dans chaque communauté. Il faut connaître que dans la région de Gao, on a choisi 5 communautés et dans la région de Tombouctou également, on a choisi 5 communautés. Dans chaque communauté, et le nombre de personnes clés était au nombre de 4, à savoir les leaders communautaires qui est le chef du village, le président d'Assako et les directeurs techniques du centre de santé et les directeurs d'école. Donc, après la partie B, donc c'est pendant la partie A qu'on a pu trouver des scénarios de risque les plus critiques qui a été animé en discussion de groupe en partie B. Donc, après ça, il y a eu l'élaboration du rapport. Et après l'élaboration du rapport, on est parti faire la restitution des résultats auprès des parties prenantes, que ce soit au niveau central, au niveau régional ou au niveau communautaire. Donc, tout le processus a pris à peu près 4 mois. Diapositive. On vous écoute pas, monsieur Sekou. Rappelez-vous de vous rapprocher bien au micro et parler haut. OK, toutes mes excuses. Voilà. Ce qu'il faut connaître, nous avons travaillé avec 16 composantes obligatoires sur 29 composantes. Et l'étude a été faite dans 5 communautés à Gao ainsi qu'à Tombouctou. Et les entretiens individuels ont concerné 4 personnes clés dans chaque communauté. Et le coût global de l'évaluation a coûté à peu près 7 millions de francs CFA. Diapositive. Alors, par rapport aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'évaluation, était l'absence des réseaux téléphoniques dans certaines zones qui a engendré la mauvaise coordination des activités et dans certains villages. Ici, ce qu'il faut savoir, et dans plusieurs villages, il y a absence de réseau téléphonique. Donc, du coup, s'il faut communiquer avec les leaders communautaires ou bien les services techniques, souvent c'est compliqué. Donc, des fois, il y a eu une mauvaise coordination sur le terrain. Et après, il y a eu l'indisponibilité de certains informateurs clés dans les services. Quand on partait pour les revues documentaires, des fois, et il arrivait que les personnes idéales n'étaient pas sur place. Donc, on a quand même pu les rencontrer en les téléphonant pour collecter des informations dont on avait besoin. Diapositive.
Alors, l'évaluation fut une réussite grâce à l'implication des services techniques de tous les niveaux, du niveau central, niveau régional et même au niveau communautaire. Après, l'appropriation des activités parallèles, les services techniques et les communautés. Donc, l'activité a été vraiment une réussite grâce à l'appropriation des sacs responsables des services parce qu'ils ont compris l'idée, ils ont adhéré à l'idée, donc maintenant, ils ont facilité la mise en œuvre sur le terrain. Donc, la restitution des résultats de l'évaluation aux parties prenantes au niveau national et régional et communautaire également a été signalée comme un succès parce qu'il y a plusieurs évaluations qui se mènent ici dans les communautés, il n'y a pas de restitution après. Donc, et la répartition des groupes de discussion entre les femmes et les hommes. Donc, également, ça, c'est très important parce que dans notre contexte ici, les femmes sont un peu mis à côté. Donc, maintenant, si toutefois c'est un groupe mixte, donc les femmes n'auront pas le droit, le temps nécessaire pour exprimer ce qu'ils en pensent. Voilà, donc maintenant, c'est partant de ça qu'on a eu l'idée de faire deux groupes de discussion dans sa communauté, le groupe des femmes ainsi que le groupe de discussion des hommes. Également, les choix des responsables communautaires dans des entretiens individuels. Ça aussi, c'était très important parce que les leaders communautaires, les chefs, par exemple, les chefs des villages, ils ont été mis en avant. Donc, maintenant, pour nous aider à choisir les responsables qui peuvent vraiment nous donner des réponses satisfaisantes. Et l'organisation de discussions de groupe par les chefs du village. Là aussi, ça a été quelque chose de salutaire parce que les chefs du village se sont appropriés, ils ont été mis en avant, donc ils ont bien organisé les discussions de groupe, ils ont convoqué les gens à temps, maintenant pour faciliter la discussion de groupe. Déjà positive. Alors, par rapport aux résultats, maintenant, les moyens de subsistance et les agriculteurs à Gao étaient les plus nombreux, qui représentaient 57%. Et par contre, à Tombouctou, ils étaient au nombre de 42%. Les non scolarisés à Gao représentaient 30,2%. Et par contre, à Tombouctou, c'était 40%. Donc, les types de chocs et de stress identifiés dans les communautés sont les suivantes: conflits armés, sécheresse, inflammation des prix, inondations, changement climatique, les problèmes de santé publique et le chômage. Parmi ces chocs et ces stress-là, c'est le conflit armé et l'inondation qui ont été prioritaires après avoir fait les analyses de tous ces chocs. Donc, le conflit armé a été animé en discussion de groupe à l'unanimité dans toutes les communautés à Gao, et le conflit armé ainsi que l'inondation a été animé dans les discussions de groupe à Tombouctou. Déjà positif. Alors, par rapport toujours à des résultats, ces résultats sont issus des discussions de groupe et ils permettent de connaître le niveau de résilience de chacune des communautés. Maintenant, ces graphiques nous montrent les scores par composantes. Alors, les composantes les mieux notées étaient la sensibilisation en matière de santé en période calme, et qui avait un score de 2,75, et la qualité des soins de santé en période calme, qui a obtenu un score de 2,95. Après, le score le plus faible est obtenu dans 3 composantes, à savoir la planification d'urgence, la capacité en matière de préparation. Donc, c'est le score le plus faible qui a été attribué dans sa communauté, qui est 1, suivi de l'infrastructure critique essentielle en temps de crise, qui a obtenu un score de 1,25, et la dernière composante est la surveillance
et le système d'alerte précoce qui a également obtenu un score de 1,30. Diapositive. Alors, les graphiques D nous montrent les résultats des discussions des groupes des femmes et des hommes. Donc, en moyenne, il faut noter que le score global des femmes était légèrement supérieur à celui des hommes. Et respectivement 1,79 contre 1,6 comme score attribué. Diapositive. Alors, le troisième graphique montre les résultats par capacité. Comme Isabelle vient de présenter les différentes capacités, et les capacités sont au nombre de 3. Et la première capacité, c'est la capacité d'absorption, suivie de la capacité d'adaptation. Pour finir, c'est la capacité de transformation. Donc, au Mali, le score moyen global et le plus élevé a été obtenu pour la capacité d'adaptation, avec un score de 2,2. Et le score le plus bas a été obtenu et pour la capacité d'absorption, et avec un score de 1,6. Diapositive. Alors, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des services techniques. Donc, la première recommandation, c'est de faire un plaidoyer auprès des décideurs et les partenaires techniques et financiers pour l'intégration de la résilience sanitaire dans le système de santé et son financement. Et après, doter les centres de santé en ressources humaines pour la continuité des services en situation de catastrophe. Après, d'assurer la formation continue de ces ressources humaines sur la gestion des risques et catastrophes. Et enfin, prépositionner les stocks de médicaments et des consommables des SESCOM pour la gestion des épidémies et catastrophes. Ça, c'est des recommandations qui ont été adressées aux services techniques. Les recommandations adressées aux communautés. Donc, la première recommandation, c'est de renforcer les cadres d'échange entre les acteurs communautaires sur la prévention et la gestion des catastrophes. Après, d'assurer l'inclusivité dans les organes de prise de décision et de prendre en compte la redevabilité communautaire. Et enfin, d'identifier les points focaux au sein de sa communauté pour la continuité des services. Donc, il y a eu des recommandations adressées au projet qui est MIR. Et la première recommandation, c'est appuyer l'élaboration des plans d'urgence et des réponses au niveau communautaire. Et enfin, d'appuyer la communauté à élaborer des plans de mobilisation des fonds d'urgence. Diapositive. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Dr Sekou. Donc là, on vient de voir les principaux, donc écoutez la principale expérience au Mali. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement les résultats un peu des 3 pays combinés avant qu'on ouvre à la session de questions-réponses. Next slide. OK. Donc ici, on voit un peu donc, les scores donc, par composante, mais combinés par pays, avec le Mali en orange, le Soudan du Sud en rouge clair et le Niger en rouge foncé. Et vous voyez que les pays ont obtenu des scores relativement similaires pour la plupart des composantes, comme vous pouvez voir sur le graphe. Et notamment, donc, tout ce qui a trait à
comme dans le cas du Mali, la sensibilisation, les comportements et la pratique en matière de santé, l'accès aux services de santé et la qualité des soins de santé, donc tout ça pendant période calme, ont obtenu quand même les scores les plus élevés au Mali et au Niger. Et aussi la qualité des soins donc, au Soudan du Sud, qui ont donc reçu les plus forts scores. Par contre, comme dans le cas du Mali, tout ce qui est planification d'urgence et capacité en matière de préparation, ils ont obtenu le score global le plus bas, donc au Soudan du Sud et au Mali, et aussi suivi de surveillance et système d'alerte précoce, donc au Soudan du Sud et au Mali, où là aussi, il y a quand même des scores très bas. Le score moyen le plus bas donc au Niger, par contre, était l'inclusion des groupes vulnérables et l'accès aux services financiers. C'était très, très faible au Soudan du Sud, comme tout ce qui est infrastructure critique au Mali. Les trois pays ont obtenu un score de 1,5 ou moins pour tout ce qui est aussi évaluation des risques. Donc, quand on calcule le score global, le score ARCD global, tous les pays, en fait, ont obtenu des scores de résilience faibles avec un score moyen de 2 pour le Soudan du Sud et 1,9 en fait pour Mali et Niger. Ensuite, quand on avait regardé aussi avec comparé entre communautés en zone urbaine ou périurbaine et en zone rurale, on a vu aussi que dans les zones urbaines, les scores globaux étaient relativement plus élevés que ceux dans les zones rurales. Prochaine diapo. Donc, dans la prochaine diapo, on va voir la même chose, mais séparés par hommes et femmes. Et là, j'ai l'impression qu'il manque, ça c'est en anglais, en espagnol, mais bon. Donc là, je ne sais plus qui est qui parce qu'il y a un problème de traduction sur la slide. Excusez-moi, on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Can we go back with the slides, please? Can we go back on the slide? Yes, this one. Okay. OK. So, donc, la slide d'avant qui était sur, donc là, c'est les résultats par genre. Désolée, il y a un problème avec les... C'est en fait, ça montre que c'est relativement similaire, les réponses entre les hommes et les femmes. Il y a des différences, mais de manière générale, ce n'est pas des différences significatives. Il n'y a pas de... Et on pourra en parler dans la question-réponse si vous voulez plus tard. Ici, cette diapositive que vous voyez, donc, vous avez les scores... Non, next. Voilà, les scores, donc par les trois capacités, la capacité d'absorption, la capacité de transformation et la capacité de... Ah, il manque... Donc, le vert, en fait, ce que vous voyez en vert, c'est la capacité de transformation. Et donc là, on voit aussi que c'est la capacité d'adaptation qui est la plus élevée, donc surtout au Mali et au Niger, et au Soudan du Sud, c'est la capacité de transformation qui peut paraître effectivement bizarre, que vous voyez en vert. Mais on voit au centre, donc en orange, on voit que c'est la capacité d'absorption. Donc, tout ce qui a trait donc, à tout ce qui est préparation, en fait, les mesures de préparation de prévention qui sont les plus faibles. Et en fait, ça nous conforte aussi en tant que projet de savoir que c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut qu'on travaille. Next slide. Donc, comme je l'ai dit, en général, la capacité d'absorption est la plus faible dans les trois pays. Les composantes avec les scores les plus élevés ou les plus bas étaient similaires entre les différentes communautés et les différents pays. Beaucoup de similarités. Les composantes les plus fortes étaient celles en relation avec la santé pendant les temps calmes, donc tout ce qui est accès, qualité et comportement pratique. Et les scores les plus bas étaient tous ceux, en fait, en relation avec tout ce qui est la préparation à l'urgence,
surveillance, système d'alerte précoce, etc. En fait, ceux qui correspondent aussi donc à la capacité d'absorption. Il y a un consensus plus ou moins général entre les sexes pour les différentes composantes, les plus fortes et les plus basses. Il y a quelques différences, mais c'est vraiment au cas par cas qu'on peut les expliquer. Next slide. Donc ensuite, on a aussi fait quelques analyses en regardant un peu les caractéristiques des communautés en elles-mêmes avec les résultats des scores et sur les composantes. Et au Soudan du Sud, au Niger, on n'a pas pu identifier certaines caractéristiques communautaires qui pouvaient influer ou qui a une certaine corrélation entre la caractéristique et les scores. Au Mali, on a vu que dans les communautés les plus alphabétisées, on avait une tendance aussi à obtenir des scores légèrement plus élevés que dans les autres communautés, mais de manière générale, on n'a pas trouvé de tendance spécifique. Par exemple, les données démographiques dans une communauté telle que le pourcentage de population appartenant à des groupes très vulnérables n'ont pas influencé les scores de ce qu'on a pu voir. Et dans les 3 pays, les communautés généralement qui avaient de scores avec une participation des femmes assez élevée ont obtenu des scores dans les autres domaines légèrement plus élevés, donc en matière de résilience de manière générale. Next slide. Et donc, pour aller de l'avant, pour continuer par rapport à ça, donc ces exercices dans les communautés nous ont permis donc de créer une vraie dynamique pour soutenir les initiatives en résilience en santé dans les communautés. Donc, et c'est maintenant donc on va continuer avec ce qu'on appelle les plans d'action communautaires. Pour la résilience en santé. Donc, on a développé tout un processus. On a testé le processus en Soudan du Sud et donc on va le lancer dans les autres pays dès maintenant. Donc, c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je pense que c'est maintenant le moment de la partie de questions-réponses. Merci à tous. I see 2 questions in the chat. Isabel, would you, I can read the first one. It says, what are the next steps? That is, Alors, quelle est la prochaine étape? Quelles sont les interventions et les priorités de chacun des groupes et des communautés? Qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Et comment on va prioriser ces résultats? Voilà, c'est la question. Donc, oui, justement, je viens de le dire dans la dernière diapositive, on a mis en place donc un processus qui fait suite donc à ces évaluations pour appuyer donc les communautés à développer leur plan d'action. C'est un processus qui aussi peut être mis en place sans avoir fait l'ARC des santé. C'est pas forcément recommandable, mais effectivement, l'ARC des santé, on peut peut-être pas faire dans toutes les communautés. Donc, si on veut couvrir beaucoup plus de communautés, le processus permet aussi de commencer ce travail avec les communautés depuis zéro. Voilà. Donc, oui. Great, thank you. Est-ce que j'ai répondu à la question, Dr. Etta? I think so. Yeah. Oui, je pense que oui. Donc, nous avons une autre question à l'audience ici, par rapport aux hommes et aux femmes, aux groupes. Est-ce qu'il y a eu d'autres groupes identifiés dans lesquels il y a eu les capacités de résilience étaient différentes? Quel groupe, à part les hommes et les femmes, et comment vous avez pu différencier les capacités de résilience? Je ne sais pas si Eziba le Sekou peuvent nous répondre.
Donc, dans le processus de l'ARC santé, on va identifier effectivement des groupes spécifiquement avec des vulnérabilités spécifiques, comme les familles dont le chef de famille est un enfant, par exemple, ou les personnes avec des handicaps spécifiques, les personnes avec des maladies chroniques, les femmes enceintes et les femmes enceintes ou avec des enfants très jeunes, etc. Ce sont des groupes un peu plus spécifiques. Et dans l'outil ArcD, donc, on a une composante qui est spécifiquement dédiée à ces groupes spécifiques. Et on va justement voir à quel point ils sont intégrés à la communauté, à quel point ils participent aux décisions donc par rapport à la résilience en santé dans la communauté et à quel point leurs besoins spécifiques sont pris en compte dans tout ce qu'on travaille, dans la résilience pour la santé au niveau communautaire. Donc, c'est un thème qu'on aborde effectivement dans l'outil ArcD. Et ainsi que quand on invite donc les groupes focaux pour les discussions de groupe, on s'assure aussi qu'il y a des représentants de ces groupes-là qui participent aux discussions et à la notation, la mise en place de scores pour chaque composante. Et on a d'ailleurs à ce niveau-là des bons succès, notamment au Niger, où on a des personnes, donc des groupes d'handicapés qui, pour la première fois de leur vie, participaient donc à ce genre d'activité et qui étaient vraiment très, très heureux de pouvoir être pris en compte, d'avoir leur voix qui était entendue pendant ces activités. Et qui donc ont fait aussi prise de conscience au niveau de la communauté que ces groupes-là avaient des besoins spécifiques pendant les crises et que c'était important de les prendre en compte quand on allait donc ensuite développer des plans de préparation communautaire. Est-ce que... Oui, allez-y. Ok, je peux? Voilà. Oui, allez-y. Voilà. Maintenant, concernant les espérances du Mali, la première question qui a été posée, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, parce qu'on a fait l'évaluation maintenant pour identifier les activités. Parce que l'évaluation nous a permis de faire des recommandations. Et ces recommandations-là, on a essayé de formuler sous forme d'activités. Donc maintenant, ces activités, on a planifié dans notre plan de travail de cette année. Donc maintenant, on va essayer de mettre ça en œuvre maintenant pour faciliter, donc pour permettre à la communauté maintenant d'absorber et de s'adapter aux différentes situations d'urgence. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, concernant la discussion des groupes, la discussion des groupes, comme Isabelle vient de dire, c'est les groupes vulnérables qui ont constitué la discussion des groupes. Maintenant, dans cette discussion de groupe, c'était composé uniquement que des groupes vulnérables parce qu'on n'a pas tenu compte des personnes influentes dans la communauté parce qu'ils peuvent biaiser maintenant les scores qui peuvent être donnés dans la discussion du groupe. Raison pour laquelle on a travaillé uniquement avec les groupes vulnérables. Au Mali, ça a été vraiment apprécié parce que j'ai dit ça voilà, comme succès chez nous. Ça a été apprécié par les groupes vulnérables parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc maintenant, ou bien de séparer les groupes de discussion entre hommes et femmes parce que ça leur a permis maintenant d'exprimer leur idée, parce qu'ils pensent que leur idée, très généralement, n'est pas considérée, ce n'est pas pris en compte dans la prise de décision au niveau décisionnel. Merci. Merci. Je vais répondre à une question dans le chat de Lionel Peya qui demande dans quelle mesure la connaissance des chocs par la communauté influence leur capacité de résilience. Donc, j'imagine, est-ce que la connaissance des chocs influence donc le score ArcD? Donc, la connaissance des chocs, c'est il y a les deux premières composantes dans l'ArcD qui parlent donc justement s'il existe une évaluation des risques dans la communauté, et la deuxième composante, c'est par rapport à la dissémination de l'information relative donc au risque, au choc et au stress. Et ces deux composantes ont toujours été très faibles dans tous les cas.
Donc, on n'a pas pu faire une comparaison avec si ces composantes sont élevées, est-ce que ça a un facteur général ça change le score général de score ARCD ou pas, parce que dans tous les cas, en fait, on avait des connaissances et des évaluations des risques très, très faibles. Donc, par rapport au choc. Donc, je ne pourrais pas répondre de manière définitive à cette question ici. Ensuite, il y a une autre question encore dans le Q&A en anglais. Donc, can the ArcD be used as an evaluation tool to assess the impact of a resilience strengthening intervention project? If yes, would Un outil d'évaluation be done early enough in the project? qui puisse être suffisamment fait de fausses préalables dans le projet, c'est-à-dire peut être utilisé comme un outil d'évaluation. Ou de Oui, à la base, l'ARCD et l'ARCD Santé ensuite sont des outils de suivi-évaluation pour pouvoir évaluer donc les progrès de la communauté en termes de résilience. Et effectivement, l'idéal, c'est de faire la ligne de base de l'ARCD Santé en tout début de projet et ensuite de le faire moi je dirais plutôt 2 ans pour qu'on puisse voir les progrès faits. Si on le fait chaque année ou chaque 6 mois, on ne pourra pas avoir vraiment de vrais changements. Mais oui, effectivement, à l'origine, c'est principalement un outil de suivi et d'évaluation qui peut donc aussi être utilisé comme un outil de planification. Oui. Anything to add, Sekou, before we move on? Sekou, on ne t'écoute pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la question, à la réponse? Oui, la question a été posée en anglais. Je n'arrive pas à traduire la question. S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre la question en français pour moi. La question, c'était de savoir si on peut utiliser donc l'outil comme un outil d'évaluation. Et donc, s'il fallait donc mettre en place l'ARCD Santé dès le début d'un projet pour pouvoir ensuite, à la fin, voir l'évolution. Donc, Oui. moi, j'ai répondu Voilà. que oui, à l'origine, c'est un outil de suivi-évaluation. Oui, c'est ça. Je vais rebondir maintenant et ce que vous venez de dire tout de suite, mais c'est la même chose. Hein. C'est un outil d'évaluation. Parce que si on essaie de regarder l'ARCD, ça nous permet maintenant de connaître le niveau de résilience. Donc, face à ça, il faut identifier des activités concrètes qui peuvent être mises en œuvre maintenant pour permettre à ces communautés-là d'être résilientes. Donc, maintenant, je pense que c'est un outil qui doit être mis en place depuis le démarrage du projet. Merci. Merci. Thank you. Thank you. So now, before we close, we would like to. Alors, avant de clôturer, je vais appeler docteur Seydou, docteur en médecine, chef en médecine, médecin en chef d'épidémiologie. Il est à Gao, dans le district sanitaire de Gao. Je vous passe la parole, docteur Jay Seydou, pour les mots de clôture. Je ne vous écoute pas. On ne vous entend pas. C'est votre tour. Allez-y. Docteur Sédu, on ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas.
Is it us in translation, or do you hear anything, Isabelle? I don't hear anything. No, Est-ce que no. vous pouvez mettre vos micros? On ne vous entend pas du tout, docteur. Est-ce que vous pouvez vérifier avec Dr Dico? On ne l'entend pas. On l'entendait très bien au tout début dans les We tests. lost his connection. Okay. We lost his connection, Isabelle. We don't have them in the room. Okay. They've lost. So we've lost Mali. No. Dr Sekou ou Dr Demba Traoré. Oui, Isabelle, nous sommes là. Oui. Donc on a perdu. Non. Moi, je suis là, je vous entends. Ok, allez-y alors. Allez-y. Docteur Yaya n'arrive pas à se connecter? Non. Ok, Il merci. était connecté. Oh, Dr. Dicko, I see you there. Docteur Dico, vous êtes là? You're very far away. You have to get much, much closer to the mic and speak as loud as you can and see if we can Okay. hear you. Il faut que tu te rapproches au micro, très, très proche au micro et parler bien dur pour pouvoir écouter bien. Come on. Let's Ok. see. Je Ok. pense que Si tu as une idée, tu commences. oui. Oui. Donc, je pense que si docteur Dico, son micro n'est pas, il a des soucis de connexion, je pense que moi, je peux quand même compléter tout ce qui a été dit par rapport à l'expérience du Mali et avec le travail que nous avons eu avec le district de santé. Nous constatons quand même que grâce à ce study, que malgré la persistance de la crise sécuritaire dans les régions du Nord et ses diverses conséquences socio-économiques en termes de destruction des biens et des infrastructures, l'outil a permis de voir que le niveau de résilience n'est pas encore très développé par les communautés de façon générale. Le niveau de résilience est très faible et de façon générale et en particulier dans le domaine de la santé. Donc, cela quand même interpelle les uns et les autres par rapport à ça, parce que c'est une crise qui persiste, ça fait une dizaine d'années. Et grâce à cet outil, nous avons identifié un certain nombre de pistes de stratégies que nous devons mettre en place l'autorité locale pour pouvoir atténuer l'impact de ces crises, notamment de ces chocs qui sont notés dans cette zone. Il faut noter qu'en dehors des crises sécuritaires, les zones d'intervention de MIR sont confrontés aussi à des aspects d'inondation et de sécheresse qui impactent fortement les aspects socio-économiques et sanitaires dans ces zones. Diapo. Donc, ensuite à ça, il est important si nous voulons développer cette stratégie. Donc, c'est de résilience du projet MIR pour pouvoir faire face à cette situation. Et aussi, nous avons échangé avec les services techniques pour voir comment certaines interventions peuvent se faire. Mais il est nécessaire que si nous voulons avoir des interventions d'impact, il y a une nécessité d'avoir une mobilisation des ressources accrues parce qu'il y a un vrai souci de ressources. Il y a aussi la nécessité de renforcer encore l'engagement des communautés et surtout un vrai leadership des services techniques du ministère de la Santé et de façon générale, mais des services techniques au niveau décentralisé. Donc, sans la synergie, sans le leadership du ministère, sans l'engagement des acteurs locaux, dans tous ces composants de las organisations civiles, y compris les leaders communautaires, et sans ressources humaines et financières qui accompagnent cet engagement, il est difficile d'améliorer la résilience sanitaire dans cette zone et aussi pour pouvoir réduire la mortalité néonatale et infantile dans ces zones. Voilà en résumé l'expérience tirée de cette étude. Et merci beaucoup encore. C'est surtout l'occasion de remercier tous ces partenaires qui ont contribué à ce travail au niveau opérationnel et tout l'accompagnement que nous bénéficions au niveau de l'équipe MIR centrale pour partager ces expériences. Merci à vous.
J'en ai fini, vous avez la parole. Thank you all so much. We will be posting the recordings from today's session on the USAID Momentum YouTube page. Alors, vous allez trouver les enregistrements. On espère vous voir très bientôt. Et il y a une excellente journée, un bon après-midi pour tous ceux qui se trouvent en Afrique ou dans d'autres zones du monde. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci, bonne journée à vous tous. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tout le monde. Muchas gracias.